Je suis Terry Walker et aujourd'hui, je vais vous présenter ma décharge. Salut patron. Arrête de rien foutre toi, Salut, au travail. patron. Si je suis connu dans la région, c'est parce que je tiens une des plus grosses décharges du pays. Tout simplement parce que j'ai un énorme client et ce client, c'est Six Flags. Ça fait quelques années qu'ils ont une politique qui m'est très profitable parce qu'ils ont décidé de déglinguer tous leurs rides iconiques, histoire qu'il n'en reste plus un seul à la fin. Et de fait, à chaque fois qu'ils font ça, qui est-ce qu'on appelle pour venir ramasser la ferraille et entreposer tout ça dans la décharge? Eh bah c'est Bibi. Oh, je vous dis pas avec King Daka les couilles en or que je me suis fait, ça m'a permis de séduire Ginette. J'ai juste eu à appeler mes potes manouches pour qu'ils me trouvent des clients et qu'ils me débarrassent de tout ça. Et crois-moi qu'ils ont mis un bon billet sur la table pour me racheter la ferraille. Et à chaque fois qu'on arrive à trouver un pigeon pour nous racheter la ferraille à prix d'or, eh ben on fait la fête, on fait des courses de pneus et on fait aussi des bras de fer. Parce que les bras de fer, moi je trouve ça vraiment très rigolo. Ah, je t'ai encore niqué. Trop fort. À chaque fois il le dégomme. Tu laisses ta bière et tu vas chez Six Flags. Ouais, Allez pas de hop. problème, patron, je vais juste chercher les clés du Ah lui berlingot. il est vraiment très con. Non bah tu prends pas les clés du berlingot, abruti, tu réunis une équipe et tu prends au moins 10 miremorques, faut aller chercher Superman à Magic Mountain là. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler à nouveau d'un parc Six Flags, à savoir Six Flags Over Georgia. Situé à 4 heures de route de Dollywood, parc que nous avons visité la veille, Six Flags Over Georgia se trouve à quelques kilomètres d'Atlanta, qui en plus d'être la ville d'origine de bon nombre d'artistes du rap et du R&B, est également la capitale de l'état de Géorgie. C'est aussi à Atlanta que se trouve le plus grand aquarium des États-Unis, qui a besoin de 32 millions de litres d'eau pour pouvoir remplir l'ensemble de ses bassins. C'est d'ailleurs le 3e plus grand aquarium du monde, c'est absolument énorme. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas du tout la poiscaille, mais bien évidemment Six Flags Over Georgia, qui est donc le deuxième parc Six Flags conçu originellement par Angus J. Wine, qui est l'homme d'affaires qui a donc créé Six Flags, et qui a ouvert Six Flags Over Georgia en 1967, après avoir initialement ouvert Six Flags Over Texas en 1961, qui était le tout premier Six Flags. Et sachez d'ailleurs que Six Flags possède la même origine que Nigloland. Et oui, vous l'avez pas vu venir celle-là, étant donné que Angus Wine a eu l'idée de Six Flags en visitant le Disneyland d'Anaheim. Bon, pour les gélisses, c'était Walt Disney World, mais ça revient exactement au même. Et il s'est dit après cette visite que il faudrait quand même que le Texas est un parc digne de ce nom. D'où Six Flags Over Texas. Et puis de fil en aiguille, un parc en a appelé un autre, et cet autre a été Six Flags Over Georgia. Des décennies plus tard, on sait donc ce qu'est devenu le groupe, qui est maintenant un mastodonte de l'industrie du loisir, d'autant plus depuis sa fusion avec Cedar Fair, qui était son principal concurrent, et qui permet maintenant au groupe Six Flags de rayonner sur toute l'Amérique du Nord. Et bientôt, peut-être même plus si affinité. Une marque qui a d'ailleurs tenté de s'exporter en Europe, ça a pas forcément très bien fonctionné, et qui maintenant essaie d'asseoir son autorité sur le Moyen-Orient. Six Flags Over Georgia est donc un parc qui a toujours eu le préfixe Six Flags, étant donné qu'il a toujours été détenu par Six Flags, exactement comme Six Flags Over Texas, ainsi que l'abominable Six Flags Saint-Louis. Mais concernant Over Georgia, j'en avais entendu beaucoup de positifs, étant donné que la caricature d'un parc Six Flags, qu'est-ce que c'est? Eh bien des attractions posées sur des parkings, des grandes allées bitumées avec aucun arbre sous lequel pouvoir s'abriter. Et bien là, ce que j'avais tiré des différents trip reports que j'avais pu lire avant cette visite, c'est notamment le fait que les espaces verts soient soignés, mais également l'accent mis sur la qualité des attractions et des opérations. Et vous allez voir que notre expérience n'a pas forcément été celle que nous aurions pu espérer. Et pour que vous le constatiez par vous-même, je ne vous retiens pas plus longtemps avec ce briefing, et je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 17e jour de notre trip américain, et aujourd'hui, va falloir faire attention au claquage, parce que passer de Dollywood à un parc Six Flags, c'est quand même un coup à faire péter le muscle cérébral. Pourtant, le Six Flags du jour, c'est Six Flags Over Georgia, un parc qui est considéré comme l'un des meilleurs du groupe, notamment pour sa végétation et la présence d'esprit des équipes du parc de soigner un minimum leurs allées et de les ombrager suffisamment pour qu'on n'ait pas l'impression de se faire couler dans du béton comme ça peut être le cas avec l'infâme Six Flags Saint-Louis. Ajoutons à cela des bécanes avec une excellente réputation et on peut espérer que nous allons passer une agréable journée dans le Six Flags de Géorgie. Du coup, donnons une chance au produit, départissons-nous de tous nos affres post-traumatiques liés à notre visite de Six Flags Saint-Louis et disons-nous qu'avec un peu de chance, ça ressemblera davantage à Six Flags New England et on aura même envie d'acheter du merch dans les boutiques de souvenirs du parc à l'issue de notre visite. Oui, espérons-le. Au programme aujourd'hui, 11 crédits, parmi lesquels du RMC, du Gerstlauer, du Schwarzkopf et 4 BM. Alors avec tout ça, on se demande vraiment ce qui pourrait mal se passer. Et vu que le programme est assez chargé, commençons donc immédiatement avec le premier de ces 11 coasters dont la cime dépasse derrière les bâtiments à mesure que nous en approchons. Il s'agit ici d'un coaster signé Gerstlauer et ouvert en 2011, j'ai nommé Daredevil Dive. Au programme avec ce grand 8, un Eurofighter de 29 mètres de hauteur, 639 mètres de longueur pour
pour une vitesse max de 83 km/h. Et normalement, si vous avez un peu l'œil, le simple fait d'observer quelques instants Daredevil Dive vous permettra d'en arriver à une conclusion très simple en ce qui concerne la particularité de son layout et son lien de parenté avec un autre coaster qu'on connaît davantage dans nos contrées. Eh oui, tout à fait, vous vous êtes rendu compte comme des grands que le coaster ressemblait énormément à un autre Gashlower situé à Plopsaland de Panne, à savoir, bah oui, Anubis. Parce que oui, Daredevil Dive, c'est très simple, c'est exactement le même layout que celui d'Anubis à un détail près et pas des moindres. Parce que sur Daredevil Dive, on a fait un truc un peu criminel, c'est-à-dire qu'on a retiré les deux éléments les plus intéressants d'Anubis, à savoir le launch et le top hat, qui sont pourtant ce qui fait 98% de l'intérêt de ce coaster, pour les remplacer par un lift vertical. Du coup, il ne reste sur Daredevil Dive qu'un dive loop ainsi qu'un Himmelman qui sont tous deux bien dosés, comme ils peuvent l'être sur Anubis, mais un coaster qui peine à convaincre avec d'autres arguments que ces deux inversions. On notera par ailleurs une grosse baisse de régime passé les mid-break, en se disant que vraiment, faire un clone d'Anubis en dégageant le launch et le top hat, ce serait comme faire un clone d'El Toro en remplaçant les boss par des Helix, ça n'a vraiment aucun sens. Côté point positif, hormis les deux premières inversions, on notera également les lab bars qui remplacent les horribles harnais Gashlower généralement de mise sur les Eurofighter. De plus, le coaster ne présente pas de vibrations particulières et s'avère donc tout à fait smooth, une sensation renforcée par le sentiment de liberté procuré par la lab bar. Pas de quoi nous pousser à en faire un second tour, tant le coaster souffre de la comparaison avec son cousin belge et c'est pas non plus la lenteur extrême des opérations qui aidera à nous motiver à y retourner. Et malheureusement, il n'y a pas que sur Daredevil Dive que les opérations seront absolument lamentables. Bon, après avoir bien appris à voler à bord de Daredevil Dive, enfin surtout avoir crédité notre plus 1 qui est vraiment l'intérêt premier de ce ride, nous aurons poursuivi notre chemin en nous aventurant à Gotham City. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que cette allée pour nous y rendre est plus fleurie, arborée et agréable que tous les ersatz de Gotham City que nous allons découvrir. Parce que, je sais pas pour vous, mais là je vois pas trop ce qui est censé nous évoquer Gotham City avec ce Loop Larson. Et c'est pas ce pauvre panneau du Joker présent devant le ride qui poussera le cerveau à l'immersion. Là aussi, je vois pas trop en quoi cet Endeavour Zamper là nous évoque Gotham City, ou alors j'ai l'esprit un peu trop étroit, et je vois pas trop non plus ce qu'on peut faire de cette grande allée le long de laquelle sont disposés les rides. Ah ouais, à la limite, c'est plus Bitume City que Gotham City, mais bon, que voulez-vous, on nous a dit que c'était Gotham, alors c'est Gotham. Et l'avantage que ce soit Gotham, c'est que du coup, on peut se permettre d'avoir des bâtiments tout crado au milieu du quartier, bâtiments pour lesquels on se demande si c'est bien de la théma ou tout simplement du laisser-aller. Mon petit doigt me disant tout à fait prosaïquement qu'il s'agit très probablement d'un savant mélange des deux. Bon, et puis mon petit doigt me dira aussi de ne pas trop regarder les sols pour s'éviter une crise d'angoisse à cause de tous ces éléments qui auraient tendance à un peu trop nous rappeler notre visite de Six Flags Saint-Louis. Ne pas céder à la panique, Dubik. Ne pas céder à la panique. Bon, mais allez, cessons de jouer les surprises. Si on est venu ici, c'est pas pour la déco, mais si on est venu ici, c'est avant tout pour les crédits. Et à ce sujet, y a pas à dire, on est servi. Le crédit suivant sera donc une relique de Six Flags Over Georgia, mais également un des crédits les plus agréables du parc. J'ai nommé Riddler Mindbender, un looper Schwarzkopf ouvert en 1978. Le coaster a fermé en 2019 pour une grosse réhab qui se sera étendue jusqu'en septembre 2021, période pendant laquelle Riddler Mindbender, qui s'appelait alors Mindbender, a été repeint, sa file d'attente entièrement redessinée et refaite, son système de contrôle totalement remplacé, et période à l'issue de laquelle le coaster a reçu de nouveaux trains designés par B&M et construits par les Français de Valente SAS. En gros, pendant 2 ans, il a bien été dorloté. Riddler Mindbender est donc un coaster de 991 mètres de long, 24 mètres de hauteur, le tout poussant à 80 km/h. Le parcours est très simple et se compose suite au lift d'un demi-tour à l'issue duquel nous trouverons une première drop qui nous mènera sur un premier looping bien old school et intense tout ce qu'il faut, et surtout d'une douceur absolument exemplaire. Et quand on se dit qu'un Schwarzkopf de 1978 est plus fluide qu'un Mac de 2024 ou de 2025 alors qu'il n'avait pas les technologies de calcul qu'on a aujourd'hui à leur époque, on se dit qu'il y a quand même eu beaucoup de boulot chez Schwarzkopf. Nous partirons ensuite nous attaquer à une drop en virage qui nous fera faire un 360 degrés en remontant sur le demi-tour pour nous amener sur une nouvelle descente. S'ensuit un nouveau demi-tour ainsi qu'une drop qui nous fera nous engager ensuite sur le deuxième et dernier looping du parcours, lui aussi bien fourni en force positive, avant que nous ne prenions un dernier virage qui nous amènera sur les freins finaux. Alors oui, ces reliques grand mystiques sont certes d'un autre âge et semblent presque anecdotiques comparées à des bécanes plus modernes au stade beaucoup plus corsé. Néanmoins, pour reprendre la comparaison avec Mac, je resterai à jamais admiratif de la douceur que possèdent ces machines qui ont plus de 40 balais au compteur et qui donnent l'impression que le train glisse sur de la soie. De plus, les sensations restent excellentes, notamment dans les loopings qui s'avèrent très fournis en G positif et qui permettent au coaster de conserver des arguments autres que le simple aspect historique. Ce sont des machines toujours agréables à rider, qui ne déçoivent jamais, qui répondent toujours présentes et qui font preuve d'une longévité absolument incroyable.
incroyable. Alors on s'incline très respectueusement devant messieurs Schwarzkopf et Stengel, qui ont là encore réussi à nous démontrer que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Passons-en maintenant au crédit suivant, qui ne sera ni plus ni moins qu'un grand classique des parcs Six Flags, avec un inverted coaster signé du plus célèbre des duos suisses, j'ai nommé B&M. Et si je dis qu'il s'agit d'un grand classique des parcs Six Flags, c'est bien qu'il ne s'agit pas d'un layout custom, mais évidemment d'un Batman the Ride, comme on a déjà pu en croiser à Six Flags Saint-Louis. Il s'agit donc d'un modèle d'inverted compact de 823 mètres de long, 32 mètres de hauteur, pour une vitesse de 80 km/h. Comme ça n'a pas l'air bien méchant, mais comme j'avais pu le dire lors des épisodes consacrés à Saint-Louis ou à Parquet Warner Madrid, je suis très friand de ces modèles qui sont certes petits, mais qui sont de véritables monstres d'intensité. Ici, aucune pitié n'est donnée aux riders, aucun répit non plus. Vous allez ramasser des jets à n'en plus finir, et vous allez sentir vos 5 litres de sang s'agglutiner dans vos pieds avec à la clé de jolies voiles noires lors des rides les plus méchants de la bestiole. Et sous la chaleur, inutile de préciser que ça ne pardonne pas. Une attraction qu'on est toujours très heureux de pouvoir retrouver dans les parcs du groupe et qui sont des valeurs sûres du monde des roller coasters, même si leur approche old school principalement orientée autour des jets positifs risque de laisser les plus sensibles d'entre vous sur le bord de la touche. D'ailleurs, si les jets positifs sont vraiment votre talon d'Achille, privilégiez de vous installer en milieu de train pour les subir le moins possible, ou à la limite à l'avant, même si l'entame des inversions risque de vous titiller pas mal. Mais surtout, évitez les places arrière, qui sont d'une méchanceté sans nom, place qu'en ce qui me concerne, je privilégie systématiquement. Après, bon, faut aussi dire qu'où que vous soyez installé, vous allez ramasser, parce que la nature première d'un Batman the Ride, c'est justement que vous ramassiez. Continuons donc notre visite de Six Flags Over Georgia, et passons outre les attrape-couillons de type Soccer Challenge ou lancer de ballons de basket dans des arceaux rectangulaires, et poursuivons non pas avec un tour de Goliath, mais avec le constat que oui, lorsqu'on sort des quartiers thématisés sur les super-héros qui sont aussi insipides que dénués de toute forme d'intérêt, le parc sait faire des efforts quant à la végétation et certains de ses bâtiments, si on accepte évidemment les pubs sneakers bordant intrusivement les allées. Pareil ici avec ce train passant sur le pont au-dessus des allées, il y a vraiment de bonnes choses à Six Flags Over Georgia. Malheureusement, on se dit que la plupart des bonnes choses datent d'une époque si lointaine qu'elle en est devenue presque insondable. Nous arrivons maintenant dans le quartier DC Super Friends, et ici, vous ne trouverez pas de grosses bécanes qui arrachent sa grand-mère, mais des flats, tout ce qu'il y a de plus classique pour des parcs américains, avec notamment du Flying Scooter Larson, ou encore une petite Drop Tower Zamperla qui offrira de premières sensations sympas aux visiteurs les plus jeunes. De notre côté, vous vous en doutez, ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout le crédit, et pour ce faire, il faudra franchir les portes de ce bâtiment immonde pour y trouver Joker Funhouse Coaster. Anciennement thématisé autour de Ville Coyote, une théma plutôt mignonne par rapport à ce qu'on sait faire chez Six Flags, Joker Funhouse Coaster est désormais thématisé autour de notre ami le Joker, comme plusieurs autres attractions du parc. Bah ouais, ce serait dommage à terme de ne pas tout rethématiser autour d'un seul et même personnage, et surtout de ne pas foutre des coups de pinceau dégueulasses partout, faisant que cette attraction initialement mignonne s'élève désormais comme un furoncle au milieu de son quartier. Mais enfin bref, il s'agit donc ici d'un Big Dipper Chance Rides ouvert en 2004, proposant un parcours long de 274 mètres et poussant à 48 km/h. Fondamentalement rien d'intéressant pour nous à notre niveau, mais un coaster plutôt sympathique pour les gamins qui s'avère assez doux et avec un layout amusant qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir avec les petites merdouilles italiennes. Pas étonnant que les gamins y trouvent leur compte, d'autant que le travail sur les bankings permet d'éviter de se prendre des taquets à chaque transition, que le coaster possède un petit aspect terrain coaster qui fonctionne bien, avec en plus le fait que le ride traverse quelques bâtiments thématiques positionnés sur le parcours. Alors des bâtiments vides certes, mais bon, au moins les murs sont là. C'est vraiment le genre de truc qu'à titre personnel j'aurais pu aisément enchaîner étant enfant. Le layout du coaster prenant essentiellement place dans une cuvette, la fin du parcours nous amènera sur une rampe qui servira de lift pour nous ramener vers la gare, un petit peu à l'image des Suspended Arrows à la Ninja de Magic Mountain par exemple. On notera aussi l'ambiance de pompe funèbre dans la station, qui fait se demander si on est en train de veiller un mort ou si on est en train de passer une journée sympa dans un parc d'attractions. Jugez plutôt par vous-même. Ah bah, c'est pas l'ambiance qu'on retrouve dans les pubs, c'est sûr. Allez, tiens, un petit coup de Venga Boys pour te faire plaisir.
Ah ouais, la transition entre la fiction et la réalité est rude, je sais. Ouais, c'est sûr que ça fait pas franchement rêver. C'est pas la seule attraction du parc à être aussi peu animée au niveau de la gare. Mais enfin bon, ça fait plus hein. Et même si on n'a pas eu l'ivresse, on a au moins eu le crédit. Dans le genre ambiance de la mort, on aura aussi eu Dahlonega Mine Train avec ses opératrices au bord du suicide qui nous montraient bien à quel point elles étaient heureuses que des visiteurs viennent interrompre leur sieste. Il s'agit là d'un Mine Train Arrow ouvert en 1967 qui est absolument sans aucun intérêt. Le ride fait 709 mètres de long, 11 mètres de hauteur et atteint la vitesse de 46 km/h. En dehors de ces stats, le parcours est insignifiant, d'une platitude confondante et on passe plus de temps à se faire chier sur des lifts plutôt qu'à profiter du coaster en lui-même. Il y a un petit côté El Diablo de PortAventura quoi, c'est sûr. Enfin ouais, quand je dis profiter du coaster, c'est un bien grand mot parce qu'il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent ici. Alors même si le parcours est moins brutal qu'avec la plupart de ses congénères, ça ne change rien au fait qu'il s'agit là d'un coaster aussitôt ridé, aussitôt oublié. Et pourtant, on a là affaire à un coaster qui, en termes de durée, est aussi long qu'un Big Thunder Mountain à Disneyland Paris. Et je pense que pour le coup, j'aurais vraiment préféré qu'il soit aussi long qu'RC Racer. Bon. Autant j'avais pu vous dire qu'il y a des endroits plutôt mignons à Six Flags Over Georgia, autant il y a des endroits comme celui-ci, avec notamment un sol pluie de tumeurs, dont on dirait qu'il souffre d'un bug de texture dans un jeu vidéo mal codé. Ah ça y a pas à chier, ça pique franchement les yeux. Je vous jure, on se croirait dans l'horrible jeu Bubsy 3D qui était sorti sur la première PlayStation. Bon, on se met des gouttes dans les yeux pour pas que les croûtes provoquées par cette vision d'horreur nous rendent aveugles, et on passe maintenant à du totalement inédit en ces murs, à savoir Georgia Scorcher, un stand-up BEM ouvert en 1999 qui rugit dans tout le parc à chaque passage de train. Donc oui, vous avez bien suivi, qui dit stand-up dit qu'on raille de debout, avec un siège qui s'adapte à votre taille. Il s'agit d'ailleurs du tout dernier stand-up coaster conçu dans le monde entier, tout constructeur confondu, avant que BEM ne revienne à la charge 24 ans après avec Pipeline the Surf Coaster, qui a ouvert en 2023 à SeaWorld Orlando. Pourquoi autant d'années d'absence, me demanderez-vous? Eh bien, probablement parce que le modèle n'a pas autant convaincu le public que les autres modèles pondus par BEM, un constructeur qui a su se montrer novateur dans pas mal de domaines. Puis il faut aussi dire que ces stand-up, c'est une véritable tannée opérationnelle avec des débits cataclysmiques. Georgia Scorcher est donc un coaster long de 914 mètres, grimpant à 32 mètres de hauteur et atteignant la vitesse de 86 km/h. Mais c'est aussi et surtout un coaster hautement inconfortable, notamment dû à la position debout et à l'espèce de selle à vélo venant s'intercaler entre vos jambes qui risque de vous ratatiner les cacahuètes si vous vous positionnez mal initialement. Bah ouais, parce que si comme First Drop vous vous installez n'importe comment, vous aurez droit à faire votre tour de grand 8 sur la pointe des pieds, en position ballerine. Et ça, faut quand même avouer que c'est plutôt inédit. Allez, le train est dispatché, il est grand temps pour nous d'aller en découdre avec Georgia Scorcher et de voir ce que la bestiole a dans le ventre. Et je peux vous dire que la première impression qu'on a en sortant de la gare, c'est que ça fait quand même tout drôle d'être dispatché à bord d'un train de coaster alors qu'on est encore debout. Et ce qui est aussi très drôle, enfin façon de parler, c'est la fiabilité des coasters de Six Flags Over Georgia. Et des pannes, on en aura eu une tétrachier. La première d'entre elles, qui était quand même assez courte, c'était sur Daredevil Dive le matin. Et maintenant la deuxième, c'est sur Georgia Scorcher, avec une panne intervenant à peu près une dispatch sur deux. De fait, les opérateurs devaient systématiquement grimper jusqu'au train bloqué dans le lift pour aller faire je ne sais quoi, et ensuite redescendre en remettant en route les différentes zones depuis leur console avant que le train ne reprenne son ascension, sans pour autant que les visiteurs ne soient évacués. Et pour ça, j'ai envie de dire, Dieu merci. Mais enfin du coup, le parc était vide, mais malgré ça, il y avait au moins une vingtaine de minutes d'attente pour embarquer alors qu'il n'y avait absolument pas de fil. Bon, mais les pannes, on y reviendra après, et on aura bien le temps de le faire. Mais en ce qui nous concerne actuellement, le train se remet en marche, nous permettant de finir de grimper le lift pour enfin aller nous confronter à la bête. Au sommet du lift donc, petite pré-drop histoire de donner une impulsion au train, et première descente pas forcément très pentue mais suffisamment amusante et inédite étant donné qu'on la dévale tout en étant debout. Mais la tranche de rigolade va très rapidement s'estomper avec l'inversion qui suit, qui est un looping de 24 mètres de haut qui nous ratatine très fortement les jambes, et ça, c'est ce qu'on va constater systématiquement sur les stand-up dès lors que le curseur de G est un tantinet poussé. Les stand-up créaient un inconfort à la limite du supportable au niveau des jambes, qui deviennent extrêmement lourdes et comprimées, comme si l'afflux sanguin dans les gambettes exerçait une telle pression sur les veines qu'elles étaient sur le point d'exploser. C'est extrêmement désagréable, c'est tout sauf amusant, et ce qui est dingue, c'est de se dire que Georgia Scorcher est pourtant le mieux dosé de tous les stand-up qu'on a pu faire. C'est vous dire à quel point les autres sont terribles. Malgré tout, c'est vrai que cette position debout est suffisamment inédite pour faire son petit effet sur l'ensemble du parcours, qui se compose essentiellement de virages relevés ou de changements de direction, avec en plus du looping, un course
trou qui complétera le tout avec un sentiment final très mitigé. D'abord parce que la position offre une impression de vulnérabilité ajoutant beaucoup de piment à des inversions tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite parce que malheureusement les sensations sont trop désagréables dès que la machine pousse un peu léger, surtout en ce qui concerne nos pauvres jambes. À faire donc pour l'expérience, à faire pour la culture, mais clairement pas pour le plaisir, même si on est dans le haut du panier des stand-up de cette génération. Continuons la mission créditage avec maintenant un autre BM, et là je peux vous rassurer immédiatement en vous disant qu'on va à ce coup-ci se frotter à de la valeur sûre. De la valeur sûre parce que le ride qu'on s'apprête à faire n'est autre que Goliath, un hypercoaster BM ouvert en 2006. Une bestiole longue de 1365 mètres, haute de 61 mètres, avec une descente maximale s'élevant à 53 mètres, le tout poussant à 112 km/h. Mais avant de pouvoir grimper sur la bestiole, il faudra s'armer de patience parce qu'à la mollesse et à la nonchalance totalement hallucinante des employés au bord du suicide, s'ajoutent les pannes répétitives et les évacuations, faisant que malgré le parc vide, l'attente s'élèvera gentiment à 30 minutes. Pour une machine censée débiter du 1220 personnes par heure, ça fait quand même un peu tâche. Bon, qu'à cela ne tienne, notre patience sera finalement récompensée et nous pourrons enfin prendre place à bord d'un des trains de Goliath. Nous partons donc à l'assaut de ce lift de 61 mètres de hauteur qui proposera en son sommet une excellente première descente de 51 mètres qui n'est pas la drop la plus élevée de tout ce formidable circuit. Parce que la drop la plus élevée est en fait la deuxième qui nous vient après un très langoureux camelback dont on a tout à fait le temps de profiter. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui fera le charme de ce superbe coaster dont le potentiel est exploité à fond. Parce qu'aucun trim break ne vient ici gâcher la fête et aucune vibration ne vient entacher le plaisir. Après un petit festival de camelback tous plus jouissifs les uns que les autres, nous en arrivons à la partie la plus méchante du circuit avec une hélice qui vous collera assurément un beau voile à chaque passage, un voile apparaissant progressivement à mesure que les jets vous ratatinent dans votre siège pour une sensation d'écrasement optimale. Suite à cette hélice redoutable, vous enchaînerez avec encore davantage de boss au cours desquels vos fesses ne toucheront plus le siège, signe s'il en est que Goliath remplit parfaitement son contrat. Pour ne rien gâcher, le ride se clôture avec un éjecteur latéral très étonnant dans son dernier virage, amenant une vraie surprise pour un élément habituellement assez classique qui offre donc ici davantage de saveur. Si Goliath n'impressionne pas par ses stats, et si sur le papier il n'est pas le plus costaud des hyper BM, il n'en reste pas moins l'un des meilleurs, notamment grâce à son parcours tout ce qu'il y a de plus efficace, grâce à la puissance et à la longueur de ses airtime qui s'étirent d'un bout à l'autre de la bosse, et à sa douceur faisant qu'on a l'impression de glisser sur la bécane comme sur des skis. Et pour avoir fait Orion quelques jours plus tôt, qui est pourtant une machine beaucoup plus haute et beaucoup plus longue, Goliath le bat à plate couture et nous permet de démontrer une fois de plus que l'habit ne fait pas le moine. Un ride qu'on aura pris plaisir à faire et à refaire, malheureusement pas suffisamment tant les opérations de ce parc sont catastrophiques, et qui est à mon sens le meilleur coaster de Six Flags Over Georgia. Et celui qui suit tout de suite derrière Goliath au classement des meilleurs coasters du parc, c'est évidemment Twisted Cyclone, une montagne russe conçue par les petits génies de l'Idaho, j'ai nommé RMC. Twisted Cyclone, qui a ouvert en 2018, est un retracking de Georgia Cyclone, un wooden à très mauvaise réputation pondu par Dean Corporation, à qui on devait notamment Mean Streak à Cedar Point, qui est aujourd'hui devenu Steel Vengeance. Donc en général, quand RMC repasse sur du Dean Corporation, on peut être assuré quant à la qualité du produit final. Et d'ailleurs, le tracé de RMC, c'est bien de l'essentiel dont nous pourrons parler pour analyser Twisted Cyclone, parce qu'il est certain qu'on ne va pas s'attarder à parler de la déco. Parce que là, dans le genre minimum syndical, ça se pose là, et pourtant, dites-vous qu'ici, Six Flags a quand même fait des efforts. C'est vous dire le soin habituellement apporté à l'enrobage de leurs attractions. Twisted Cyclone est aux antipodes de Steel Vengeance, puisqu'il est l'un des plus petits hybrides RMC jamais créés. Il propose un parcours long de 905 mètres, une hauteur de 29 mètres pour une descente max de 23 mètres, le tout atteignant la vitesse de 80 km/h. Et vous vous souvenez des difficultés qu'on avait eu à monter sur Wicked Cyclone, le RMC de Six Flags New England qui tombait en rade toutes les 5 minutes? Eh ben, imaginez que si déjà à Six Flags Over Georgia ils ont du mal à faire tourner des BM, pour ce qui est de RMC, il va falloir s'accrocher. Eh ben, c'est exactement ça, tant ça a été la croix et la bannière pour pouvoir poser nos fesses sur cette machine. Le coaster tombait en panne systématiquement toutes les 1 ou 2 dispatchs et ne rouvrait ensuite qu'au moins une demi-heure après la panne en ayant causé la fermeture. Et quand je dis une demi-heure, c'est parfois 40 minutes, voire 1 heure après, c'était vraiment aléatoire. De fait, on a vraiment cru que le coaster allait nous passer sous le nez et on se sera fait évacuer un bon paquet de fois de la file d'attente après être pourtant arrivé jusqu'au portillon d'accès au train. Pire encore pour Émeric et Pierre, alors que Valentin et moi-même venions enfin d'en faire notre premier et unique tour, le coaster est une nouvelle fois tombé en panne devant nos acolytes qui ont bien serré les fesses en espérant que cette panne ne soit pas la panne de trop qui pousserait les équipes du parc à jeter l'éponge en laissant le coaster fermé pour la journée. Du coup, nous aurons encore assisté à une évacuation, comme de coutume depuis le début de la journée. Problème de maintenance, sous-effectif en techniciens, difficultés d'exploitation diverses, on ne sait pas quelles sont les causes de toutes ces pannes, mais mon petit doigt me dit qu'il s'agit probablement
probablement d'un savant mélange de tout ça. Et ces pannes sont vraiment venues parasiter notre journée sur bon nombre d'attractions du parc, avec souvent des évacuations de files d'attente à la clé. Alors autant sur de l'Intami du SNS, je veux bien être conciliant, autant quand ça touche à quasiment tous les BM du parc, je le suis tout de suite beaucoup moins, tant la fiabilité de ces machines n'est plus approuvée. Mais bref, parlons du seul et unique tour de Twisted Cyclone dont nous aurons eu la chance de profiter, étant donné que justement, les pannes étaient si longues et répétées qu'on n'aura pas eu le courage d'attendre encore des plombes pour peut-être avoir la chance d'en faire un second tour. Nous commençons donc le parcours de Twisted Cyclone avec des petites bosses pré-lift qui s'entortillent dans tous les sens, séquence pré-lift qui est vraiment l'une des marques de fabrique du constructeur américain. En haut du lift de 29 mètres de hauteur, nous attend la traditionnelle descente qui fait tout à fait bien son boulot, notamment quand on est placé à l'arrière comme c'est notre cas, puis arrive une espèce de double zero G-roll qui se déguste à la petite cuillère tant l'élément fonctionne bien, le tout entrecoupé par un virage qui nous permettra de faire demi-tour. Vient ensuite un wave turn légèrement incurvé qui propose un très chouette floating comme on avait pu en trouver sur Lightning Rod ou Outlaw Run, puis le train s'engage sur deux excellents camelbacks entre lesquels se trouve un overbank turn qui envoie une bonne dose de G positif. On retrouve ensuite un nouveau zero G-roll négocié dans la structure qui fait clairement son effet avant que nous n'enchaînions avec quelques nouvelles petites bosses, un nouvel overbank turn, deux le GF turn pour finalement arriver sur les freins finaux. Eh ben, je vais vous dire, c'est vraiment du très bon Twisted Cyclone, mais tout en étant très bon, c'est peut-être l'hybride RNC le plus faible que j'ai testé jusqu'ici. Le layout manque de longueur et d'éléments, et on ne retrouve pas le grain de folie de petit RMC à la Storm Chaser situé à Kentucky Kingdom. Twisted Cyclone reste excellent, mais ne possède pas ce truc en plus qui fait que le coaster sortirait véritablement du lot, et pour ainsi dire, je le trouve même plutôt convenu pour du RMC. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, un coaster comme ça, j'en prendrais un très volontiers dans un parc français, sans tortiller du fion. Mais c'est vrai que quand un constructeur nous a habitués à des bécanes hors du commun, notre exigence se trouve rehaussée malgré nous. Après, faut aussi dire que nous n'avons pas pu tester le coaster dans les meilleures conditions, car étant donné qu'il n'y avait que 4 ou 5 dispatchs par heure, on n'aura jamais eu l'occasion de le faire à chaud. Néanmoins, on a maintenant suffisamment de recul pour pouvoir se projeter sur le potentiel d'une machine quand on la ride à froid. Et je crois ne pas me tromper en disant que tout en étant d'excellente facture, ce coaster est le moins détonnant des hybrides RMC que notre carrière de chasseur de Grand 8 nous a amené à croiser jusque-là. Et nous étions tous d'accord pour le dire, même Emmerich et First Drop qui auront malgré tout réussi à grimper sur la bécane. Alléluia. Mais enfin, pour nous faire relativiser, parce que c'est vrai qu'on commence à avoir des goûts de luxe, on va arrêter de comparer les diamants pour savoir lequel est le plus pur, et on va en revenir à du bon gros caca qui tache l'arrière du pantalon et qui sent vraiment pas bon. Et ce bon gros caca, c'est Blue Hawk, un coaster qui avant de s'appeler Blue Hawk s'appelait Ninja, et ça c'est généralement un signe. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette merde, me demanderez-vous? Eh ben c'est tout simplement un looper Vekoma de la génération de Goodyear X, avec un parcours long de 835 mètres, une hauteur de 37 mètres et une vitesse de 83 km/h. Au programme de cette joyeuseté, 5 inversions, parmi lesquelles un butterfly en guise d'entrée comme ça peut être le cas sur Goodyear X, un river sidewinder en guise de plat principal, un double corkscrew en guise de dessert et une indigestion plus que certaine pour clôturer ce dîner de cons. Parce que les cons là, c'est nous qui, tout en connaissance de cause, continuons à grimper sur ces machines. Comme Goodyear X, le tracé se situe sur un lac, comme Goodyear X, ils ont changé les trains, et comme Goodyear X, ce Blue Hawk est une énorme merde bourrée de torgnoles et d'uppercuts dans laquelle on ne prend absolument aucun plaisir, et par rapport à laquelle on fait un constat très simple, les merdes Vekoma de cette époque maudite, SLC comme Looper, ça ne tombe jamais en panne, même dans un parc qui arrive à faire tomber l'ensemble de ses BM en rade. Ah là, ça fonctionne du tonnerre, hein, c'est d'une fiabilité absolue, et même après 3 séismes, 2 cyclones et 7 éruptions volcaniques, le coaster pourrait toujours continuer à embarquer des visiteurs. Bref, c'est aussi fiable que c'est nul, il y a absolument rien à en tirer, mais en même temps, c'est pas comme si on avait eu une once d'espoir quant au plaisir qu'on aurait pu prendre à bord de cette machine de torture. Et ne vous fiez pas à cette gamine qui nous fait signe comme si elle avait apprécié son tour sur les freins finaux, je pense qu'en réalité, elle est tout simplement heureuse d'être encore en vie. Allez, après cette grosse merde de Blue Hawk, passons-en maintenant à notre tout premier Superman The Ride, qui est au Flying BM ce que les Batman sont aux Inverted, c'est-à-dire des machines produites en série avec pour particularité de pousser fort le curseur de l'intensité. Ah mais oui, mais vu que c'est du BM et qu'on est à Six Flags Over Georgia, ça va forcément tomber en panne et on aura droit à une nouvelle évacuation de la file. Bah ouais, ça n'a pas loupé, le coaster est bel et bien tombé en panne alors qu'on s'apprêtait à y embarquer, donc bah on reviendra plus tard.
En attendant que le petit mécanicien version Roller Coaster Tycoon vienne réparer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Un tour de Starflyer histoire de pouvoir compter combien d'attractions sont en panne depuis les cimes du parc? Bah non merci. Un tour du Dark Ride Interactive Justice League? Ça va, on a déjà fait celui de Six Flags Saint-Louis, qu'on a trouvé un peu bof, puis on voudrait pas que Valentin se ridiculise encore en faisant un score de CM1. Du coup, bah vu qu'on est malheureusement passé totalement à côté du raft, qui apparemment comporte quand même quelques petits moments en mode bouée sous-marine, on jettera notre dévolu sur l'avant-dernier crédit que nous aurons à découvrir durant cette journée, à savoir Great American Scream Machine, qui n'a aucun rapport avec l'ex-Looper Arrow de Six Flags Great Adventure, mais qui est ici un wooden coaster PTC ouvert en 1973. Le coaster fait 1158 mètres de longueur, 52 mètres de hauteur avec une drop maximale s'élevant à 47 mètres, le tout atteignant la vitesse de 109 km/h. Donc oui, on est quand même sur un bon gros wooden. Et puis quand je dis que les deux Great American Scream Machine n'ont aucun rapport, c'est pas tout à fait vrai, parce que si le Looper Arrow avait pour réputation d'être une véritable machine de torture, le wooden n'est pas forcément le coaster le plus agréable du monde non plus, et là, je fais dans l'euphémisme. Parce que c'est un véritable tas de bois à brûler, ce bordel. Il serait plus utile dans la cheminée de papy que dans un parc d'attractions. C'est un énorme tasse-vertèbre sur lequel tu sens chaque jonction de rail, c'est violent à t'en péter le dos, chaque creux est une torture, les airtimes sont aux abonnés absents, bref, c'est aussi gros que c'est nul ce bordel. Ah ça, y a pas à chier, entre Great American Scream Machine et son voisin Blue Hawk, on peut dire qu'ils font la paire les deux loustiques, à se demander si on leur doit pas de l'argent. L'état déplorable de ce wooden datant de 1973 permet de remettre quelques petites choses en perspective, notamment le constat amer que l'entretien des wooden de chez Six Flags sur ce trip est vraiment ni fait ni à faire, surtout quand on voit des wooden centenaires opérant dans les parcs Cedar Fair ou Parques Reunidos qui passent comme une lettre à la poste. Chez Six Flags, le seul truc qu'on aura apprécié à sa juste valeur, c'est El Toro à Six Flags Great Adventure. Pour les autres, ça aura été soit très moyen, typiquement Thunderbolt à Six Flags New England, soit catastrophique pour une bonne quantité d'entre eux, et le dénominateur commun aura toujours été l'inconfort extrême, et donc par extension, l'entretien. Parce qu'attendez de voir l'épisode consacré à Six Flags America, ce sera pas beaucoup plus glorieux. Bref, cette merdouille de Great American Scream Machine, ça fait plus sain, c'est déjà ça de prix, mais c'est pas demain la veille qu'on me reprendra à poser mes fesses dessus. Bon, ce coup-ci, c'est la bonne, Superman refonctionne, et donc le moment est venu de découvrir le premier des Superman ouverts sur le globe, un Flying BM ouvert initialement en 2002 et cloné à 3 reprises, à savoir à Six Flags Great Adventure, à Six Flags Great America et à Happy Valley Beijing. Au programme ici, un coaster long de 840 mètres, haut de 32 mètres et poussant à 82 km/h. Et surtout, un coaster qui nous aura bien fait souffler avant même d'y embarquer, puisqu'on s'est demandé si Six Flags formait réellement ses opérateurs avant de les envoyer sur le terrain. Parce que oui, vous connaissez le principe de la single rider, qui est donc de combler les places vides. Eh ben là, vu que la file n'avançait pas malgré que le parc soit vide, on n'avait pas envie de passer 3 plombes à attendre, donc First Drop et moi-même nous sommes engagés dans la file single rider. Arrivé devant l'opératrice sur le quai, celle-ci nous a toisé de la tête aux pieds en nous demandant si First Drop et moi-même nous connaissions. Étonné de cette question, nous avons répondu par la positive. C'est alors que l'opératrice s'est mise à nous parler comme à des fauteurs de troubles, comme à de véritables margoulins, en nous invectivant pour nous signaler que si on se connaissait, on n'avait rien à faire dans la file single rider, et que ce qu'on faisait là, c'était de la triche vis-à-vis des gens qui attendaient dans la file normale. En gros, qu'on faisait du queue-jumping, quoi. Nous sommes restés stupéfaits et avons calmement expliqué que le principe de la single rider était de combler des places vides, et que nous ne cherchions pas à doubler qui que ce soit, ni même à faire l'attraction ensemble, et que cette file servait à augmenter la capacité horaire de l'attraction. Madame est restée campée sur ses positions et est restée très ferme, en nous disant que si on se connaissait, cette file nous était interdite. Et ce, malgré le panneau présent à côté d'elle, que nous lui avons présenté, stipulant que la file single rider servait à combler des places vides, et que ça n'avait rien à voir avec le sens littéral de single, qui signifie célibataire. Devant notre insistance et devant notre accent qui lui faisait probablement se dire que bah ils comprennent rien ces étrangers, Madame a eu l'amabilité de ne pas nous congédier hors de la file et de nous laisser embarquer, et comble du comble, de nous réserver une rangée rien que pour nous deux, sans même la compléter avec 2 autres visiteurs. Bref, un sketch absolu qui met en lumière tout le footwork et Six Flags, son expérience visiteur déplorable et ses opérations complètement aux fraises. Alors, puisque malgré tout on est là pour parler du Superman, attaquons-nous au coaster en lui-même maintenant. Après avoir grimpé sur le lift de la bestiole, et après s'être dit que ça fait quand même toujours une drôle d'impression de rider des coasters en position couchée, nous nous engageons sur la première descente en virage qui n'a rien d'exceptionnel en elle-même, mais qui nous amène sur ce qui est très probablement l'élément le plus intense jamais réalisé sur un roller coaster, à savoir un pretzel loop, qui est donc une espèce de looping très étiré dans lequel on rentrerait par le haut, et qu'on aborde ici la tête la première pour plonger sur le dos vers l'intérieur de l'inversion. Les forces exercées ici sont particulièrement extrêmes, et votre corps vous envoie tous les signaux pour vous prévenir qu'il arrive à la limite de ce qu'il peut supporter.
supporter. Ça arrache la gueule, ça arrache la cage thoracique, ça vous compresse, ça vous écrase, à se demander si vous n'allez pas subir le même sort que les pauvres passagers du sous-marin Titan qui a implosé dans les profondeurs de l'Atlantique. Le genre de truc à te foutre le goût du sang dans la bouche, quoi. C'est vraiment très méchant, c'est l'inversion la plus intense qu'il m'ait été donné de faire. Et pourtant, j'avais déjà fait le pretzel de Manta à SeaWorld Orlando, mais là, rien à voir, les curseurs sont poussés beaucoup plus loin sur Superman. De fait, après avoir autant ramassé, il faudra un peu de temps au cerveau pour revenir à lui, et ça aura été tellement méchant que le reste du parcours paraîtra un peu fade. On aura donc droit à une succession de virages sans réelle saveur et sans qu'il ne se passe grand chose, comme si les ingénieurs étaient conscients qu'après le pretzel, fallait pas proposer beaucoup plus d'éléments, on risque de perdre les riders dans les tréfonds du malaise vagal. Donc on tourne à gauche, on tourne à droite, le tout un peu mollement, et on se rapproche petit à petit du sol comme une feuille morte en train de tomber. On aborde ensuite une dernière inversion, à savoir une inline twist prise sans trop de conviction qui débouchera immédiatement sur les freins finaux. Total de l'affaire, oui, Superman est un ride à tester, déjà parce que c'est un flying BM et que c'est pas ce qu'il y a de plus courant, ensuite pour aller vous confronter aux limites du supportable et aux limites de ce que peut encaisser votre corps. Parce que ce pretzel loop, c'est vraiment un délire de l'absolu, c'est d'une méchanceté absolument redoutable, et en tout cas en ce qui me concerne, j'ai jamais rien fait de plus intense. Ah, c'est vraiment l'inversion qui m'a le plus chamboulé de toute ma vie. Après, il faut dire que le coaster est assez mal dosé, parce qu'on se prend ce pretzel en début de parcours, et après, bah, y a plus rien. Limite, on attend de rentrer en station, et on s'emmerde un peu. C'est un coaster qui, à mon sens, est très mal équilibré dans la conception de son parcours, et dans l'implantation de ses temps forts. Et c'est un coaster qui n'arrive pas à la cheville d'un Manta à SeaWorld Orlando, qui est un flying parmi ce qui se fait de mieux dans les coasters de cette catégorie. Mais qu'à cela ne tienne, avec ce Superman de crédité, on aura réussi à rider tous les coasters de Six Flags Over Georgia. Et je vous avoue qu'à un moment, on s'est posé la question de savoir si on y parviendrait, tant les opérations et le cumul des pannes ont rendu cette journée laborieuse. Mais enfin, quoi qu'il en soit, pour la mission crédit, c'est à nouveau une réussite. Et ça, c'est déjà un très bon point. Et pour fêter le succès de cette mission, quoi de mieux qu'un tour de taco, parce qu'avec Six Flags, je suis sûr qu'il y a plein de choses à voir sur le parcours. Ouais, bon, on va peut-être se lancer dans autre chose alors, hein. Profitons-en d'ailleurs pour regarder l'ancien emplacement du chute de chute de Six Flags Over Georgia, qui a dégagé pour laisser place à la nouveauté 2024, qui est finalement devenue la nouveauté 2025, à savoir Georgia Gold Rusher, le tout premier Ultra Surf réalisé par nos amis d'Intamin. Et puisqu'il s'agit de parler de prototype Intamin, transition toute trouvée avec le prototype des Gyrodrop Tilt Intamin, j'ai nommé Acrophobia. Acrophobia, qui signifie littéralement la peur du vide, a ouvert en 2001 et embarque ses passagers en mode floorless. En gros, c'est le même modèle que HIFO, la Movie Park Germany, avec également un joli effet tilt au sommet, donc la nacelle se penchera vers le vide avant que la chute n'intervienne. Et je sais que parmi mes abonnés, autant vous êtes très téméraires avec les coasters, autant avec les tours de chute libre, il y a tout de suite beaucoup moins de monde qui se bouscule au portillon. En ce qui me concerne, j'aime toujours autant ces superbes machines qui t'envoient un airtime absolument diabolique à chaque tour et qui s'avèrent tout ce qu'il y a de plus simple et efficace. Bon, même si le revers de la médaille pour tout le plaisir que vous allez prendre pendant la chute, c'est la réception avec un bon écrasement des cacahuètes à la clé. De fait, malgré le problème aux cacahuètes, c'est un grand oui à côté duquel il serait dommage de passer tant il est peu commun de croiser une de ces machines. Une fois revenus sur le plancher des vaches, nous sommes allés nous attaquer à une attraction qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver à Six Flags Over Georgia, à savoir Monster Mansion. Il s'agit là d'un indoor boat ride slash dark ride ouvert initialement en 1967, année d'ouverture du parc, sous le nom de Tales of the Okefenokee, avant d'être renommé Monster Plantation en 1981, puis Monster Mansion en 2009. À l'origine, ce ride se base sur les contes de l'oncle Remus du film La Mélodie du Sud, exactement comme ça a pu être le cas pour Splash Mountain. Du coup, vous vous en doutez, comme pour Splash Mountain, ça a été retapé, même si on reste ici assez proche du matériau d'origine. Quoi, ça vous fait peur? Vous pensez que vous allez faire des cauchemars? Eh ben ça tombe bien, moi aussi. Ce ride très particulier a d'ailleurs subi plusieurs évolutions de son thème, avec aux commandes des anciens de chez Disney qui ont travaillé des années durant pour Walt Disney Imagineering, notamment Albertino, qui n'est autre que l'homme ayant donné naissance à Big Al du Country Bear Jamboree. Oui, le grand frère du Niglo Show, tout à fait. L'idée de cette attraction, c'est que les visiteurs sont invités par des créatures étranges à se joindre à leur pique-nique des monstres, où les humains sont désormais autorisés à se rendre, avec une vibe faisant très monstre et compagnie slash la princesse et la grenouille avant l'heure. Après être arrivé chez notre hôte, qui nous accueille dans sa modeste demeure ma foi bien inondée, elle nous invite à nous rendre dans son jardin où se trouvent les autres convives, tout en nous avertissant de rester loin du marais. Les monstres se montrent très accueillants et le tout baigne dans une atmosphère festive avec de la musique, des jeux, une fête foraine et tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est coloré, c'est guilleret, il y a des monstres certes, mais uniquement de gentils monstres inoffensifs qui veulent simplement passer du bon temps avec nous. Donc finalement, tout va bien dans ce joyeux bazar. De fait, rien à craindre, vous êtes en bonne compagnie, bien entouré,
entourée, et cette virée dans le royaume des monstres s'avère moins terrifiante qu'elle aurait pu en avoir l'air de prime abord. Alors oui, certainement, seulement votre embarcation s'approche dangereusement du marais, et rappelez-vous ce qu'on vous a dit au départ, ne vous approchez pas du marais. Eh oui, parce que c'est un lieu interdit dans lequel le maréchal des monstres et son acolyte vous avertissent également de ne pas vous aventurer. Le problème, c'est que vous êtes pris par le courant et rien à faire, l'embarcation se dirige d'elle-même vers ces marais qui semblent terrifiés jusqu'aux monstres même. Et ce qui devait arriver arriva, votre bateau se précipite vers ce lieu interdit en se faisant emporter par le débit de la rivière. Dans ce marais se trouvent des monstres beaucoup moins sympathiques que ceux avec lesquels nous festoyons juste avant. L'ambiance est de suite très différente et mon petit doigt me dit que les gamins qui se retrouvent dans cette attraction doivent certainement faire quelques cauchemars la nuit suivant leur visite. Parce que dans le genre, la forêt du Dark Ride de Blanche-Neige à Disneyland Paris, c'est It's a Small World à côté. Ah là, je peux vous dire qu'il y a quelques visiteurs qui doivent être surpris par ce qu'ils trouvent là-dedans, et par extension, quelques parents aussi, parce que l'ambiance est particulièrement flippante dans ce bordel. Que ce soit au niveau de l'éclairage, du sound design, de la mise en scène ou de l'apparence des monstres en eux-mêmes, c'est un Dark Ride que je trouve aussi étonnant que réussi, et qui en surprendra plus d'un. Et oui, parce qu'autant avec les monstres amicaux, on était invités à partager leur pique-nique, autant ici on a bien compris que pour les monstres malfaisants, le pique-nique c'est nous. Et ça c'est un projet qui nous plaît tout de suite beaucoup moins. Parti à votre rescousse, le maréchal et son acolyte vous retrouveront dans ce marais où manifestement les monstres n'attendaient que de pouvoir vous dévorer. Et vous sauveront d'une mort certaine en tirant sur les mauvais monstres à coups de canon confédérés. Vous y trouverez la métaphore que vous souhaiterez y trouver. Enfin sauver des griffes et des papilles des monstres qui souhaitaient faire de vous leurs 4 heures, vous revoilà avec les gentils monstres qui donnent une fête pour votre retour et qui vous mèneront de manière très chaleureuse et amicale vers la sortie de leur royaume. Total de toute cette joyeuse affaire, j'ai vraiment été étonné de trouver un Dark Ride comme celui-ci dans un parc Six Flags, et surtout j'ai été très étonné de l'entretien de cette attraction, qui possède la bagatelle de 115 animatroniques qui fonctionnent tous à la perfection. C'est évidemment un peu daté, mais on sent que l'attraction est dorlotée, que les moyens humains et financiers sont mis pour que celle-ci continue à fonctionner sans que l'expérience ne soit dégradée. Et on se demande pourquoi ces efforts ne sont pas alloués à l'ensemble des attractions du parc. Pourquoi la politique s'appliquant à Monster Mansion, qu'on imagine pourtant être une attraction un peu secondaire du parc, ne s'applique pas au reste. En tout cas, cette attraction aura été une belle découverte, et rien que pour elle, je suis content de m'être rendu à Six Flags Over Georgia. Et c'est après un nouveau tour de l'excellent Goliath, pour lequel on aura attendu près de 20 minutes alors que nous étions derrière les portillons d'accès au quai, que s'est clôturée notre visite à Six Flags Over Georgia. On aurait pu rester encore, mais les opérations plus les pannes qui n'en finissaient pas auront eu raison de notre patience, et nous nous sommes barrés presque 3 heures avant la fermeture. Un bilan sur le parc, Dubik? Bah, hélas oui. Six Flags Over Georgia tombe dans tous les travers dans lesquels tombent généralement les parcs low cost. Et au moment de notre visite, la politique de Six Flags fait de ce parc un parc low cost. J'entends par là qu'on sent que le parc manque cruellement de moyens à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des opérations, de la maintenance, de la restauration, des animations de rue, tout est nivelé vers le bas et tout est assuré au strict minimum. Et ça en devient tellement agaçant qu'ils arrivent à rendre déprimante une visite d'un parc qui possède un RMC et 4 BM. Les opérateurs donnent tous l'impression qu'ils vont se buter en rentrant chez eux tant leur nonchalance est extrême et tant ils semblent ne pas être formés. Des opérateurs mous, désagréables, le visage fermé, avec ce côté extrêmement cynique à chaque dispatch où ils te lancent sans conviction leur sempiternel « Enjoy your ride on the Batman ». Ah ça, je pense que tous les gens qui ont visité des parcs Six Flags savent de quoi je parle. Le service client est égal à 0, la maintenance semble se résumer à 3 pelés qui se partagent toutes les tâches du parc, les 3/4 des points de restauration sont fermés et on n'a pas vu un seul personnage ni une seule petite animation au détour d'une allée. C'est mort de chez mort, les seules choses à briser le silence sont les quelques cris des visiteurs sur les attractions et la musique Spotify diffusée dans les allées. Ah bah ça, pour en revenir à la question que je posais en début de visite, à savoir est-ce qu'on va prendre du merch en sortant du parc, la réponse est évidemment non. À côté de ça, le parc est vert, c'est même le plus vert des parcs Six Flags que nous avons fait, il y a un peu de déco, on sent par endroits les efforts, mais côté entretien, Six Flags New England conserve une nette avance sur son cousin de Géorgie. De même, le parc possède quelques excellentes attractions qu'on aurait envie de pouvoir enchaîner, mais c'est strictement impossible tant celle-ci tombe en rade en permanence. Je ne compte même plus le nombre d'allers-retours qu'on a fait pour enfin pouvoir poser nos fesses sur Twisted Cyclone, qui tombait systématiquement en panne dès qu'on s'en approchait. J'aurais d'ailleurs jamais autant été évacué de file d'attente de ma vie entière, à croire qu'on était les cobayes d'un exercice d'évacuation grandeur nature. Malgré le fait que les coasters tournaient à 2 trains et que le parking était vide, on pouvait attendre 20 minutes avant de monter sur un ride, et parfois plus avec par exemple Superman qui est monté à 45 minutes de file. Après bon, s'ils envoient systématiquement chier les visiteurs qui se présentent en single rider ou qu'ils ne comblent pas leur rangée en laissant partir leur train à moitié vide, les 45 minutes ça paraît presque pas si mal finalement. On a galéré à faire nos 11 tours de montée
montagnes russes et on n'a rien pu refaire à part Goliath qu'on aura fait 2 fois. Bref, un véritable bonheur, un parc géré avec le fion qui a pourtant un bon potentiel, mais on se dit qu'un truc en sortant de là, c'est qu'en journée de forte affluence, je pense qu'on en ressort les pieds devant après s'être collé une bonne balle dans la tête. Ce qui est frustrant, c'est de se dire qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire avec ce parc si la direction s'en donnait les moyens. Ça pourrait être un parc vraiment agréable à visiter. Il y a un tel laisser-aller et un tel manque de volonté de faire les choses correctement que ça n'en rend la journée que désagréable. Opérateur au bord du suicide, panne à répétition, peu de points de restauration ouverts avec en plus une bouffe bien dégueulasse, des opérations cataclysmiques alors qu'il y avait au moins 2 trains de sortie par ride, c'est vraiment à se demander si ce jour-là il n'y avait pas une opération sabotage en cours sur le parc. Le pompon, c'était les opératrices du Mine Train à Arrow qui étaient extrêmement désagréables parce qu'on avait juste eu l'outrecuidance de vouloir faire un tour de coaster et que donc on interrompait leur petite conversation. Ah ouais, nous ont vu arriver dans la gare et puis elles ont fait un truc du genre ah putain fait chier, faut bosser quoi. Oui. Oh, et puis je parle même pas de celle qui nous a engueulé comme du poisson pourri avec le Pierrot parce qu'on a eu l'audace d'emprunter la file Single Rider à Superman. Le cumul de tout ça, c'est que même s'il y a vraiment de bonnes bécanes dans le parc, et c'est vrai, eh bien c'est un petit peu comme un parquet Warner Madrid, c'est-à-dire qu'on est très content une fois qu'on a fait le tour du parc et qu'il est enfin temps de mettre les voiles. Et ça, avouez que c'est pas tout à fait normal. Typiquement dans les parcs Cedar Fair, on restait systématiquement jusqu'à la fermeture parce que l'ambiance dans le parc ainsi que la qualité des opérations nous donnait vraiment envie de rester. Le bilan Six Flags, c'est qu'on est resté à la fermeture de 2 parcs uniquement, c'est-à-dire de New England et de Great Adventure. On a visité 5 parcs Six Flags, donc le ratio ça fait 2 parcs sur 5 pour lesquels on est resté jusqu'à la fermeture. Ça fait quand même light, hein. Ah bah le ratio est vraiment pas terrible, et c'était systématiquement pour les mêmes raisons, c'est géré avec le cul. Après bah oui, tu te dis que c'est le prix à payer pour visiter un parc low cost, parce qu'effectivement le pass annuel Six Flags nous a rien coûté, à peine une centaine de dollars, et dedans tu as le parking et l'accès à tous les parcs Six Flags. Mais bon, honnêtement, je préfère vraiment payer mon entrée plus cher et avoir un vrai service de qualité à la clé, plutôt que d'être là à être pris pour un con toute la journée à se demander s'ils prennent pas les visiteurs pour du bétail. Et être pris pour du bétail, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, je vous le cache pas. Depuis notre visite, le parc a connu l'ouverture de 2 attractions majeures, notamment Kid Flash Cosmic Coaster, un spaghetti ball conçu par Skyline Attraction qui fonctionnait en dueling. Je dis bien fonctionnait parce que le coaster a fermé quelques mois après son inauguration, comme absolument tous les coasters de ce constructeur d'ailleurs. Entre nous, c'est pas plus mal parce qu'en plus d'être particulièrement laid, ça avait l'air d'être particulièrement nul. Autre nouveauté qui devait initialement ouvrir en 2024 mais qui a finalement ouvert cette année, c'est le prototype de l'Ultra Surf Intamin, un coaster très inspiré des Power Splash Mac qui répond ici au doux nom de Georgia Gold Rusher. Comme ça a l'air rigolo, mais c'est pas forcément une attraction qui va justifier un retour dans le parc dans l'immédiat, même si c'est vrai que pas loin de là a ouvert Air Force One en 2023, qui est une attraction pour laquelle je pense retourner incessamment sous peu dans la région, et donc j'en profiterai forcément pour retourner faire un petit crochet par Six Flags Over Georgia, même si je vous avoue que c'est pas un parc qui me tarde de pouvoir revisiter. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Six Flags Over Georgia, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous prendrons la route de la Caroline du Nord et du Sud pour visiter un parc situé à cheval entre ces 2 états, j'ai nommé Carowinds. Et jusqu'à ce prochain épisode qui sera donc consacré à Carowinds et à son formidable Fury 325, et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!